Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Préparer et présenter un budget, c'est sans doute un des plus difficiles examens de passage pour un gouvernement. Et en France, le Premier ministre Michel Barnier et son équipe n'auront qu'un peu plus de 2 semaines pour y arriver, puisque leur projet doit être présenté aux parlementaires au cours de la semaine du 9 octobre. Le tout dans un contexte des plus difficiles. Le déficit public atteint des sommets et les 3 grands blocs qui dominent la vie politique française, la gauche, le centre-droit et l'extrême droite, sont bien décidés à faire valoir leur point de vue parfaitement opposé entre hausse de la fiscalité et baisse des dépenses. Et au bout du chemin, le gouvernement pourrait tomber s'il échoue à trouver des compromis. Alors comment en est-on arrivé là et comment en sortir ? Faut-il s'attendre à des hausses d'impôts et pour qui ? Pour en parler, j'ai invité Martine Pauwels, une des spécialistes du budget au pôle macroéconomie de l'AFP. Sur le fil. Je veux vous dire quels seront mes engagements en tant que ministre du Budget et des Comptes publics sous l'autorité directe du Premier ministre. Et l'ordre des leviers que je vais vous citer est important. Premier levier, la réduction de la dépense publique. Vous venez d'entendre le nouveau ministre du Budget, Laurent Saint-Martin. Il a 39 ans, c'est un ancien député macroniste, connaisseur du sujet, puisqu'il a été vice-président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Il est directement rattaché au Premier ministre et pas au ministre de l'Économie, ce qui n'était pas arrivé depuis 1976. Martine Pauwels m'a expliqué pourquoi. Je pense que les projecteurs n'ont jamais été aussi fortement braqués sur les finances publiques et le budget qu'en ce moment. Et le budget, c'est effectivement la résultante de choix politiques. Le budget, c'est un équilibre à trouver entre des recettes, donc qui rentrent dans les caisses de l'État, et des dépenses. Les dépenses de l'État, des collectivités territoriales, de la sécurité sociale. Il faut trouver un équilibre et ces choix sont politiques. Est-ce qu'on fait plus de dépenses, plus de recettes ? Par exemple, à gauche, le nouveau Front populaire prônait des hausses d'impôts. Le gouvernement actuel, qui tend plutôt vers la droite, voudrait plutôt donner la priorité à des économies de dépenses. Donc dépenser moins avant d'augmenter les impôts. Et si le sujet est si brûlant, c'est parce que les finances, justement, ne vont pas bien. Écoutez le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. C'était en juillet. Quels que soient les choix et les options politiques des différentes forces présentes au Parlement, très diverses, la France doit impérativement réduire son déficit public. Comme je le disais aussi, ce n'est pas un problème de droite ou un problème de gauche, c'est un problème d'intérêt public. Si on ne se désendette pas, on n'a aucune marge de manœuvre pour faire quoi que ce soit, quels que soient les choix des uns et des autres. Concrètement, le déficit atteint 6% du PIB. C'est 2 fois la limite jugée acceptable par les normes européennes qui le fixent à 3% maximum. Ce déficit peut entraîner des conséquences néfastes. Quand on est en déficit, on dépense plus qu'on a d'argent. On peut dire entre parenthèses ce que veut dire le PIB. C'est tout ce que les acteurs économiques, en dépensant, en produisant, génèrent comme valeur. Donc ce PIB atteignait 2800 milliards en 2023. Ça veut dire que 6% de cette valeur-là, ça fait à peu près 170 milliards. Ça veut dire que les dépenses sont supérieures de 170 milliards aux recettes de l'État. Donc un trou dans le budget qu'il faut combler. Et comment le combler ? En empruntant sur les marchés. Ça veut dire que l'État s'endette constamment plus pour combler tous les trous qui s'accumulent depuis des années. Est-ce que vraiment la situation est très grave ? Est-ce que 6% c'est très grave ? La situation est jugée inquiétante sans être catastrophique. Elle est inquiétante dans le sens où les marchés financiers sont peut-être un peu plus inquiets et la conséquence, c'est qu'ils augmentent le taux d'intérêt pour emprunter et combler le trou du déficit, justement. Donc ça veut dire concrètement que la France va payer ses emprunts plus cher. Selon Martine, la hausse de ces taux est aussi liée à l'instabilité politique de la France et à l'incertitude sur la politique économique à venir. Les marchés, en général, n'aiment pas l'incertitude. Dans tous les cas, cela réduit la marge de manœuvre de l'État. Martine a fait la comparaison avec un budget à l'échelle d'une famille. Si on prend un prêt auprès de la banque pour un appartement, pour une voiture, on va devoir rembourser des mensualités chaque mois. Si le taux augmente, forcément la mensualité va augmenter, on va devoir rembourser plus. Et ce montant, cet argent utilisé pour rembourser la banque, on ne pourra plus l'utiliser pour
faire plaisir à ses enfants, pour payer ses loisirs ou même pour payer les besoins de la vie quotidienne. Ça veut dire que si l'État doit rembourser des dizaines de milliards en plus pour rembourser sa dette, c'est autant d'argent qui n'iront pas dans les écoles, à la justice, pour la sécurité. Pour revenir dans le droit chemin, la France va donc devoir dégager des marges, soit en économisant, soit en augmentant les impôts. C'est 20 milliards par an, voire 30 milliards dès 2025. Donc c'est effectivement un montant colossal. Par exemple, 20 milliards, c'est 2 fois plus que le budget total de la justice de la France sur un an. Michel Barnier prévoit d'exposer sa vision mardi 1er octobre dans sa déclaration de politique générale, puis dans la semaine du 9 octobre, il transmettra son projet de loi de finances au Parlement. C'est là qu'on connaîtra vraiment les options un peu plus dans le détail de ce qu'il envisage. Pour le moment, son ministre du Budget, donc Laurent Saint-Martin, a dit qu'il comptait prioritairement couper les dépenses sans vraiment donner de détails. Il a dit aussi qu'il n'était pas opposé à des hausses d'impôts, à condition qu'elles ne soient pas généralisées. Des sujets plus que délicats, sachant que sur ce point, les 3 blocs politiques qui dominent l'Assemblée nationale sont très opposés. Comme on disait au début, le budget est une construction politique, c'est un équilibre très délicat à trouver. Par exemple, le gouvernement ne semble pas vouloir revenir sur la réforme des retraites, ce qui fera des mécontents de ce côté-là. Et tout le monde se souvient des manifestations qui ont ponctué la réforme passée en force. S'il y a besoin d'aller chercher de l'argent, c'est pas dans la poche des travailleurs en les faisant bosser 2 ans de plus, mais c'est dans la poche des milliardaires. La marge de manœuvre pour se serrer la ceinture est d'autant plus étroite que la France s'est par ailleurs engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et donc à mettre en place une transition énergétique qui coûte cher. Les besoins annuels pourraient atteindre 65 milliards d'euros. Alors, où trouver l'argent pour assainir les finances publiques ? Et c'est là qu'on rentre donc dans la deuxième partie de ce podcast, sur les recettes et donc les impôts. On pourrait par exemple augmenter l'impôt sur les sociétés. Le gouvernement pourrait aussi mettre les entreprises à contribution. Alors jusqu'ici, le MEDEF, la première organisation patronale française, était opposé à toute hausse de la fiscalité. Maintenant, ils ont fait preuve d'un peu d'ouverture en s'y disant prêts à en discuter. Il y a aussi ce que l'on appelle les niches fiscales. En gros, les réductions d'impôts ou ristournes dont bénéficient certaines catégories de contribuables. Parmi les principales pistes qui circulent pour le moment, rien n'est confirmé, évidemment. Il y a surtout des coupes dans les niches fiscales. Donc, en premier lieu, ce qu'on appelle le crédit d'impôt recherche pour les entreprises, donc pour que les entreprises investissent dans la recherche et le développement. C'est quand même plus de 7 milliards d'euros par an. Il y a aussi une autre niche fiscale, c'est celle qui permet à des ménages, par exemple, de payer une personne à leur domicile pour des travaux de ménage, nounou, en sortie d'école. Une autre niche fiscale est celle des armateurs qui bénéficient de certaines dispositions fiscales évaluées à 5 milliards d'euros par an. Semble se dessiner une hausse de la fiscalité d'une manière ou d'une autre, si je comprends bien. Si hausse de la fiscalité il y a, elle ciblerait les personnes qui sont considérées comme plus fortunées ou les grandes entreprises. Le gouvernement a dit à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas toucher les classes moyennes au sens large. Mais où fixer la barre des revenus dits élevés ? La bataille portera aussi sans doute sur ce point, d'autant que les impôts sont déjà très élevés. On a un des taux de prélèvement obligatoire, comme on dit, tout ce qu'on paye en impôts ou en taxes, parmi les plus élevés d'Europe. Au niveau de 44%, 45% environ. Et c'est là qu'est le problème selon de nombreux experts, parce qu'on a une dépense très importante. On prélève déjà beaucoup sur les ménages et les entreprises, ce qui nous laisse peu de marge de manœuvre pour augmenter encore plus les impôts, ce qui rend l'équation du budget encore plus difficile à résoudre. Donc pour résumer, la marge de manœuvre pour réduire les dépenses est étroite et aussi pour la fiscalité, d'autant qu'il faut préserver la croissance. La croissance française, elle se maintient. Elle n'est pas très forte. Elle devrait atteindre 1,1% cette année. Alors, c'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que certains pays, comme l'Allemagne.
Vous l'avez compris, le gouvernement est donc sur une ligne de crête qui est très étroite, d'autant plus, et c'est le dernier point, qu'il ne pourra pas tenter de passer en force en ayant recours à l'article 49.3 de la Constitution, qui lui permet d'adopter un projet de loi sans vote. Car cela ne marche qu'en l'absence de motion de censure. Et faute de majorité, la motion de censure pourrait tout à fait réunir les 289 voix sur 577 qui sont nécessaires. Et cela ferait donc immédiatement tomber le gouvernement. Or, c'est exactement ce scénario qu'Emmanuel Macron voulait éviter lorsqu'il a décidé de dissoudre en juin l'Assemblée nationale et de convoquer de nouvelles élections. En espérant vous avoir un peu éclairé sur les débats à venir qui occuperont sans doute tout l'automne, je vous souhaite une très belle semaine. Je suis Michaela Cancela-Kiefer. N'oubliez pas que pour ne louper aucun épisode, il faut s'abonner. Alors si vous voulez nous soutenir, lancez-vous. À très bientôt. Merci.